Le 14 octobre 1993, le ministre de la Justice Guy Malary est assassiné en plein jour dans une embuscade à Turgeau. Son chauffeur et son garde du corps sont tués avec lui. Son véhicule est criblé de balles à quelques pas d'un commissariat. Guy Malary avait 50 ans. Il était ministre depuis seulement 43 jours. À l'époque, le contexte politique en Haïti était explosif. Aristide, le président élu, est en exil alors que son ministre de la Justice, Guy Malary, lui, était à Port-au-Prince. Les militaires putschistes tiennent le pays. La peur était partout. Guy Malary voulait réformer la justice et créer une police nationale indépendante de l'armée. Une réforme qui menace frontalement l'influence des militaires. L'assassinat de Guy Malary n'est pas un accident de parcours. C'est un message, une exécution politique. Ce qui suit, c'est l'histoire d'un crime d'État qui porte le sceau et l'empreinte de ceux qui l'ont commandité. Guy-François Malary est né le 10 juin 1943. Il a fait ses études de droit aux États-Unis à Washington, aux universités Georgetown et Howard. C'est un juriste très respecté. Il a été avocat d'affaires et était considéré comme l'un des meilleurs juristes haïtiens de l'époque. Il était l'avocat de l'Association des industriels d'Haïti et de plusieurs entreprises de sous-traitance exportant vers le marché nord-américain. Guy Malary a été également conseiller juridique de Marc Bazin, quand celui-ci était ministre de l'économie sous Jean-Claude Duvalier. En 1987, il crée un centre de formation pour les cadres d'entreprise et ce centre a été financé par l'USAID. Après le coup d'État contre Jean-Bertrand Aristide en 1991, il est nommé ministre de la Justice dans le gouvernement de Robert Malval. Alors ça ne s'est pas fait comme ça, genre un gouvernement normal qui nomme un ministre. Aristide, alors président d'Haïti, président élu, était en exil. Son ministre, Guy Malary, lui, était dans le pays. C'était l'un des paradoxes de cette période trouble. Je vous explique. Pendant que le président Aristide est en exil entre Washington et Caracas, son ministre de la Justice travaillait encore à Port-au-Prince, à quelques rues des casernes de ceux qui avaient renversé son gouvernement. Mais ce n'était pas vraiment une anomalie. C'était le résultat d'un accord signé quelques mois plus tôt entre Jean-Bertrand Aristide et les généraux putschistes. Cet accord est connu sous le nom de « Accord Governor's Island », du nom de l'île où il a été signé. C'est une île qui se trouve à New York. Cet accord a donc été négocié sous pression de l'ONU et de l'OEA. L'accord promettait un retour progressif à l'ordre constitutionnel, c'est-à-dire Aristide devait revenir au pouvoir le 30 octobre 1993. En échange, les militaires devaient lâcher le pouvoir sans perdre la face. En attendant, un gouvernement de transition devait occuper l'espace. Un premier ministre, Robert Malval, est nommé par Aristide et accepté par les militaires. Et à ses côtés, comme ministre de la Justice, un homme au profil discret, compétent, apparemment sans parti. Il s'agit bien sûr de Guy Malary. Il ne faisait pas de bruit, ne parlait pas de théologie de la libération, il travaillait. Il essayait de réformer le système judiciaire de l'intérieur au nez et à la barbe des militaires putschistes. Son mandat était clair, il devait rédiger une loi pour créer une police nationale civile, couper le lien entre la justice et l'armée, ce lien qui, depuis des décennies, permettait l'impunité. Donc vous imaginez l'ambiance explosive de cette cohabitation. On a d'un côté les militaires putschistes qui faisaient régner la terreur et qui exerçaient la réalité du pouvoir, et de l'autre, un ministre de la Justice d'un président qu'ils ont chassé. En octobre 1993, à Port-au-Prince, tout le monde avait peur. Chaque jour, les rumeurs circulent plus vite que le vent. On disait qu'un ministre allait être tué. Le Premier ministre lui-même était menacé. Des hommes armés sans uniforme, mais bien identifiés, rôdaient autour des bureaux du gouvernement. C'étaient les attachés, ces paramilitaires en civil liés à l'armée, payés pour intimider et tuer s'il le faut. Et depuis quelques semaines, ils sèment la terreur. Ils ont occupé plusieurs bureaux ministériels, contraignant les ministres à travailler depuis chez eux, car, comme je le signale plus haut, ce gouvernement de transition n'avait pas de réel pouvoir. Les moyens de l'État étaient aux mains des militaires putschistes.
Le 8 septembre, Evans Paul, maire de Port-au-Prince sous Aristide, a tenté de retourner à la mairie. Des hommes armés ont ouvert le feu, tuant 5 personnes. 10 jours plus tard, Evans Paul sera encore la cible d'une tentative d'assassinat. Le 11 septembre, c'est Antoine Isméry, homme d'affaires et proche du président en exil, qu'ils ont arraché de l'église du Sacré-Cœur pour l'exécuter à bout portant en pleine rue. C'était une mise en garde. J'ai raconté la vie et l'assassinat d'Antoine Isméry dans une précédente émission. Je vous mets le lien en description si ça vous intéresse. Malgré ce climat d'insécurité, Guy Malary continuait de venir chaque jour à son bureau. Son bureau se trouvait à quelques mètres de l'église du Sacré-Cœur où Isméry a été assassiné. Il connaissait le risque, mais il avait cette obstination de ceux qui croient aux institutions, même quand elles sont en ruine. Il pensait qu'on pouvait encore sauver quelque chose. Il croyait, ou il voulait croire, qu'avec un texte de loi, un peu de volonté politique et le soutien de la communauté internationale, on pouvait faire reculer la peur. Ce qu'il ne savait pas, ou ce qu'il avait accepté, c'est qu'il était devenu la dernière ligne rouge, le dernier obstacle à éliminer avant l'effondrement de l'édifice. Le jeudi 14 juin 1993, il est un peu plus de 13 heures quand le ministre Guy Malary quitte son bureau. Ce n'est pas un déplacement officiel, pas d'escorte renforcée, il est juste accompagné de son chauffeur et de son garde du corps. Le ministre s'installe à l'arrière du 4x4 Toyota Land Cruiser bleu foncé. À quelques centimètres à peine, une autre voiture s'approche de la voiture officielle du ministre, puis ralentit. À l'intérieur, plusieurs hommes en civil, armés jusqu'aux dents. Lorsque le véhicule de Guy Malary s'engage dans une rue, des rafales d'armes automatiques éclatent. Le véhicule est criblé de balles, les vitres sont brisées, les impacts des balles percent la carrosserie et déchirent les portières comme du papier. Le conducteur tente de fuir. Trop tard, la voiture dévie, heurte un mur, bascule à moitié. Guy Malary, son chauffeur et son garde du corps meurent sur le champ. La police arrive peu de temps après, mais les policiers ne sont pas là pour sécuriser la scène de crime. Non. On traîne les cadavres sur le bitume, dans la rue, devant les regards figés des passants. Par la suite, les renforts arrivent, des hommes armés, menaçants, brandissant leurs mitraillettes afin de dissuader ou d'intimider tout témoin potentiel. On disperse la foule. Guy-François Malary est âgé de 50 ans au moment de son assassinat. Il a été ministre de la Justice pendant seulement 1 mois et 13 jours. Le jour même de l'assassinat, le président américain Bill Clinton déclare à propos du premier ministre haïtien Robert Malval que les États-Unis sont très préoccupés par sa capacité à gouverner et par sa sécurité personnelle. Mais à ce moment-là, il n'est plus seulement question de gouverner, il est question de survivre parce que les militaires sont prêts à tout pour rester au pouvoir. Selon l'accord Governors Island, Cédras devait quitter le pouvoir le 15 octobre, soit le lendemain de l'assassinat de Guy Malary. Mais pour l'instant, il n'a fait aucune déclaration en ce sens. Michel François, l'autre poids lourd du régime, a déclaré dans un communiqué, peu de temps après l'assassinat du ministre, qu'il ne démissionnerait jamais ni n'accepterait de partir en exil. « Je suis haïtien et j'ai choisi de mourir dans mon pays », a-t-il affirmé. Michel François était à l'époque chef de la police et de la milice du pouvoir, les fameux attachés qui opèrent en toute impunité avec le soutien de l'armée et de la police. Ce même Michel François a aussi publié un communiqué pour condamner l'assassinat de Guy Malary en invitant les témoins potentiels à venir témoigner. Une prime de 5000 gourdes est offerte à quiconque fournit des informations permettant d'arrêter les meurtriers. Bon, les gens ne sont pas dupes et chacun sait qui sont derrière le meurtre et personne ne se risquerait à témoigner. D'ailleurs, après le crime, la police a ordonné l'arrestation des témoins qui étaient terrifiés d'avoir été repérés par la police et la scène de crime a été interdite aux observateurs internationaux des droits de l'homme. Ce communiqué de Michel François était là pour faire diversion et amadouer l'international.
Et l'international, justement, voit bien le petit jeu de Michel François. D'ailleurs, l'envoyé spécial de l'ONU en Haïti, Dante Caputo, désigne notamment Raoul Cedras et Michel François comme les responsables du crime. Alors que le sang de Guy Malary est encore frais sur le trottoir, la communauté internationale recule face à la détermination des militaires car la situation est devenue tendue. Un navire américain qui transportait 200 soldats devait débarquer en Haïti, mais ils ont dû rebousser chemin. De nombreux attachés ont manifesté violemment contre son arrivée et endommagé le véhicule d'un diplomate américain. Des membres de la Gendarmerie royale du Canada en mission en Haïti dans le cadre de la formation de la future police haïtienne ont dû quitter le pays dans la précipitation. L'ONU vote un embargo sur le pétrole et les armes, mais repousse toute action militaire directe de peur d'aggraver la situation. Les putschistes, eux, ne reculent pas. Ils jubilent. Ils ont tué un ministre en plein jour à quelques mètres de commissariat sans difficulté, sans opposition. Il faut dire aussi que les Américains ont reculé tout simplement parce que ce n'était pas encore le moment d'intervenir. Pas parce qu'ils étaient intimidés par quelques miliciens sous-équipés. D'ailleurs, au moment de l'intervention américaine pour rétablir Jean-Bertrand Aristide, les miliciens ont été neutralisés en 2 temps, 3 mouvements. Après le départ en exil des responsables du coup d'État et le retour de Jean-Bertrand Aristide, 3 personnes ont été arrêtées dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat de Guy Malary. Il s'agit de Robert Lecor, Jean-Ronique Antoine et Marcel Morissin. Robert Lecor et Jean-Ronique Antoine ont été jugés le 23 juillet 1996 et tous deux sont acquittés. Le procès était mal préparé et il y avait des doutes sur la composition du jury. L'autre suspect, Marcel Morissin, considéré comme l'un des tueurs et membre du service anti-gang, a été relâché en octobre 1995 dans des circonstances assez étranges. Quelques mots quand même sur ce personnage. En septembre 1995, avant même que Morissin soit interrogé par la justice haïtienne au sujet de son implication présumée dans l'assassinat de Malary, le commissaire du gouvernement de l'époque, Jean-Auguste Brutus, a autorisé sa libération de prison où il était détenu pour d'autres infractions. Selon le magazine américain The Nation, Marcel Morissin, milicien de son État et l'un des assassins présumés de Guy Malary, travaillait pour la DIA de 1991 à 1995. Selon le magazine, Marcel Morissin était sous protection américaine et avait été libéré avec l'aide des États-Unis. Mais le conseiller américain à la sécurité nationale, Anthony Lake, a réagi publiquement à cette information, déclarant que Morissin n'avait aucun lien avec les États-Unis au moment de l'assassinat de Guy Malary. Lors d'une visite en Haïti, Lake a aussi déclaré qu'il est absolument faux que les États-Unis aient aidé de quelque manière que ce soit le suspect à échapper à la justice. Faut-il croire Anthony Lake? En tout cas, le fait que Marcel Morissin soit libéré avant même d'être entendu par la justice laisse supposer qu'il est protégé par des puissants. Et ces puissants ne pouvaient pas être ses amis, les militaires putschistes qui sont en exil, ni le gouvernement de René Préval qui cherchait à l'inculper. D'autres personnes seraient impliquées dans l'assassinat, comme par exemple des hauts responsables du FRAPP, dont Louis-Jodel Chamblin, Emmanuel Constant et Gabriel Douzable, mentionnés dans un mémo de la CIA du 28 octobre 1993 comme ayant planifié l'assassinat avec un officier militaire. Il faut savoir qu'après l'intervention militaire des États-Unis dans le cadre du retour d'Aristide, de nombreux documents de l'armée haïtienne et du FRAPP avaient été confisqués par les Américains. Des documents qui auraient pu aider à identifier les auteurs de l'assassinat de Guy Malary et d'autres crimes commis pendant et après le coup d'État. Environ 160 000 documents ont été saisis et les Américains refusent de restituer ces documents à l'État haïtien dans leur intégralité. Ils se sont contentés de transférer quelques copies choisies et amputées d'informations compromettantes, mais refusent
de transférer l'intégralité des documents. On comprend bien pourquoi. Ces documents contiennent probablement des informations sensibles de la CIA et de sa collaboration avec les groupes paramilitaires, par exemple comme le FRAPP, dirigé par Tonton Constant. J'ai déjà réalisé une émission complète sur ce sujet. Je vous mets le lien en description si ça vous intéresse. D'après certaines sources, la CIA était au courant que Tonton Constant est directement impliqué dans l'assassinat de Guy Malary alors que le chef du FRAPP continuait de recevoir son salaire de la CIA jusqu'en 1994 après le retour de Jean-Bertrand Aristide. Au cas où vous ne le saviez pas, Tonton Constant était un agent de la CIA. Pendant près de 10 ans, on n'a jamais plus entendu parler de l'affaire Guy Malary. Mais en 2005, on a annoncé que le dossier est relancé. L'affaire est confiée au juge Bernard Sainville qui a entendu l'un des plaignants, le frère de la victime, Roger Malary. Depuis, plus rien. Silence radio. 3 décennies après, il n'y a jamais eu de vrai procès pour l'assassinat de Guy Malary. 3 suspects arrêtés, 2 acquittés et 1 libéré dans des conditions douteuses. Des noms circulent pourtant depuis longtemps. Des officiers du FRAPP, des hommes de main de Michel François et plein d'autres. Des documents saisis par les États-Unis auraient pu éclairer les faits. Mais malheureusement, ces documents n'ont jamais été rendus. Depuis les dernières annonces de 2005, aucun pouvoir, aucun gouvernement n'a ouvert sérieusement le dossier. Et ça se comprend aussi, il y a tellement eu d'assassinats politiques et de crimes d'État ces dernières années que l'affaire Guy Malary ne fait que s'ajouter à la longue liste de crimes et d'assassinats politiques restés impunis. L'impunité d'hier est devenue la norme aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette émission. Rendez-vous bientôt pour une nouvelle page d'histoire. Prenez soin de vous. Au revoir.